Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Focus aujourd'hui sur la conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. La Russie dit avoir accepté de cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques en Ukraine pendant 30 jours. Fin du réarmement de l'Ukraine, arrêt de l'aide occidentale à l'Ukraine, arrêt du partage du renseignement occidental à l'Ukraine. Poutine fixe ses conditions en vue d'une trêve. Assistons-nous donc à un premier pas vers la paix? On en parle ce soir avec M. Ali El-Harechi. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de Mondiapolis. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Bonsoir, merci, c'est le plaisir pour moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une trêve de 30 jours, en tout cas, c'est ce à quoi s'est engagé aujourd'hui Poutine concernant ses frappes contre les infrastructures énergétiques en Ukraine. Poutine qui pose ses conditions, comme je viens de le dire en préambule. Quelle analyse faites-vous de la situation actuelle? D'abord, c'est pas une première qu'un président des États-Unis, un président de la Russie ou de l'ex-Union soviétique s'entretiennent à des moments clés de l'histoire de la géopolitique mondiale. Donc, c'est un moment très important dans la géopolitique mondiale et dans les relations internationales. Le fait de cette communication, cette conversation qui a duré plus de 2 heures, je pense, est un début, est un commencement je dirais, peut-être à la voie de la paix, mais surtout à l'écriture de la carte géopolitique du monde pour une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est-à-dire les 30 prochaines années. Parce que là, on parle de puissance. D'abord, la puissance américaine, une puissance militaire, une puissance économique et aussi une puissance culturelle. Et il y a aussi la puissance russe, certes, un peu diminuée économiquement, mais c'est une puissance militaire. C'est une puissance militaire et pas n'importe quelle militaire, c'est-à-dire on parle du nucléaire. Donc ce sont deux puissances qui se sont rencontrées à plusieurs moments de l'histoire du siècle passé, de notre histoire de l'humanité, que ce soit entre Brejnev et Nixon, que ce soit entre Reagan et Gorbatchev, et c'est toujours des moments de basculement de l'histoire et de la géopolitique mondiale. Donc aujourd'hui, cette rencontre, cette conversation je dirais, est une étape pour débuter une forme de paix, une forme d'une nouvelle carte de géopolitique mondiale, où bien sûr ceux qui tirent les ficelles sont les puissants qui sont aujourd'hui là, surtout militaires. Les cartes qui sont en train d'être rabattues, vous l'avez dit, nous assistons à un moment de basculement de la géopolitique mondiale. Est-ce que ces conditions qui ont été posées par Vladimir Poutine et puis le fait de s'engager à accepter cette trêve de 30 jours, est-ce que c'est un pas qu'il fait vis-à-vis de Donald Trump? Oui, c'est un pas, mais il y a aussi de la mesure. Donc, vous savez, dans les négociations, il n'y a pas des concessions. Ça dépend d'abord de l'interlocuteur, de ce que veut l'interlocuteur et de ce que peut donner celui qui est de l'autre côté. Maintenant, il faut dire que les négociations ont commencé en Arabie Saoudite il y a un mois. Ils vont se poursuivre d'ailleurs avec des émissaires le dimanche prochain, donc des deux côtés. Ce que demande la Russie, ça nous paraît un petit peu bascule aussi la position américaine. Le fait de demander des conditions fermes, d'arrêter par exemple de donner enfin, l'Occident des armes ou la fourniture de renseignements. Il faut dire que Trump l'a fait une petite trêve quand il avait rencontré le président ukrainien. Il avait dit, bon, si l'Ukraine ne se soumet pas à certaines conditions pour avoir la paix, on va arrêter les armes et surtout le renseignement. Et la conséquence était rapide au niveau de Kursk, où on a vu qu'il n'y avait pas de renseignement fourni par l'Occident et surtout par les États-Unis aux Ukrainiens, et la façon avec laquelle les Russes ont pu récupérer une grande partie de Kursk, alors que depuis octobre, ils n'avaient pas fait grand-chose. Donc, on voit que l'importance des renseignements, elle est très globale dans cette guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine, mais aussi qui oppose aussi la Russie à un certain moment à l'Occident. Mais cette fois-ci,
celui qui est à la tête de l'Occident, les États-Unis, a une position qui est différente. Trump, quand il est arrivé avant les élections, il a dit, moi, je vais arrêter cette guerre. Bon, peut-être pas en 24 heures, peut-être pas en un mois, mais on a vu qu'il y a une accélération du rythme de l'histoire, de la dynamique de l'histoire. Et donc, ce que demande la Russie, peut-être il ne va pas l'obtenir entièrement, mais il y aura des concessions de part et d'autre, parce qu'il n'y a pas que bon, une trêve de 30 jours. La Russie ne fera pas les infrastructures énergétiques, c'est très important. Il y aura un échange donc, des otages, des prisonniers de part et d'autre, et surtout que les États-Unis, Trump, il a promis quelque chose. Certes, la population américaine peut ne pas s'intéresser à la politique étrangère des États-Unis, 40 à 50% des électeurs de Trump. Mais quand même, lui, parmi enfin, je dirais pas ses promesses électorales, mais ses axes de l'élection, c'est-à-dire remettre la paix dans le monde et chercher le marché, le développement de marchés économiques. Et quand on parle de la Russie et de l'Ukraine, on parle aussi de terres rares et de métaux rares. Donc il y a beaucoup d'enjeux que les États-Unis peuvent accepter ou peuvent plus ou moins négocier, bien sûr, avec la Russie pour, bien sûr, leurs intérêts aussi. Vous l'avez dit, plusieurs enjeux, une accélération du rythme de l'histoire, plusieurs événements successifs ces dernières semaines, justement, qui font que les choses s'accélèrent. Depuis un mois, donc, ces négociations ont été enclenchées en Arabie Saoudite, mais on le sait aujourd'hui, ni l'Europe ni l'Ukraine ne participent à ces négociations, ne semblent en Oui, tout cas participer à ces négociations. bon, en Arabie Saoudite, les Ukrainiens étaient présents. Donc, il faut dire que le président américain a reçu aussi le président ukrainien. Donc, il y a eu déjà, donc, si vous voulez, maintenant, on va arriver à une négociation peut-être à trois, États-Unis, Russie et Ukraine. Euh, L'Arabie Saoudite, le Qatar, ce sont des pays donc, qui offrent, c'est-à-dire le réceptacle ou le lieu puisqu'ils sont concernés par les énergies, par beaucoup de choses, par beaucoup d'enjeux enfin, enjeux qui relient ces pays-là, surtout du point de vue énergétique. Donc, l'Europe, oui, là, la question qui se pose, quelle est la position de l'Europe? On a vu la position de la France qui a été assez claire. Donc, voilà, la France soutient la position de la Grande-Bretagne, la position aussi de l'Allemagne. Donc, l'Europe est là, elle essaie une fois unanime par rapport au soutien, bien sûr, qui a été apporté à l'Ukraine tout au long de cette guerre, depuis le 24 février 2022, presque 3 ans. Mais l'Europe a-t-elle les moyens, je dirais, sans les États-Unis, de pouvoir maintenir on va dire, ce soutien donné à l'Ukraine? Et le soutien de l'Europe, est-ce qu'il pourra toujours permettre à l'Ukraine de rester en guerre? Je ne pense pas. Sans les États-Unis, l'Europe ne peut pas aller sur cette voie-là sans les États-Unis, sans l'apport militaire, sans l'apport logistique de renseignement et surtout la position. Les États-Unis, c'est une puissance et puis il y a des relations avec l'Europe, c'est-à-dire qu'on parle de l'Europe de l'Ouest, bien sûr. Une Europe qui apparaît aujourd'hui comme affaiblie au vu de la situation? Euh, Oui, l'Europe et l'OTAN, parce que quand on parle de l'Europe ou de l'OTAN, on parle de l'Occident. L'Europe est à sa tête les États-Unis. Quand les États-Unis je veux dire, se démarquent ou prennent une position qui n'est pas à l'unanimité de tous les pays européens, oui, on peut dire d'une forme d'affaiblissement. Il ne faut pas oublier que il n'y a pas que la guerre de l'Ukraine et la Russie qui relie l'Europe aux États-Unis. On a parlé, M. Trump a parlé la semaine dernière des tarifs douaniers qui vont être imposés À aux l'Europe, produits oui. européens. On parle de presque 200%. Donc, il y a beaucoup de choses en dehors, c'est-à-dire des relations des États-Unis sous l'administration Trump, avec l'Europe, en dehors de la guerre de la Russie et de l'Ukraine. Mais tout cela fait partie d'un échiquier politique mondial où les puissants jouent leur rôle. C'est ça les relations internationales dans la perception réaliste telle que cela a été c'est-à-dire imaginé depuis Machiavel, en passant par Hobbes, par Morgenthau, et en passant par l'application par l'administration américaine, que ce soit du temps du Kissinger ou que ce soit du temps de Trump,
qui est quelqu'un de réaliste, qui applique la théorie réaliste des relations internationales, les intérêts de son pays d'abord, et bien sûr le cercle qui est autour de son pays, qui peut aussi donc profiter des intérêts en commun avec les États-Unis. Et Donc puis, l'Europe, oui, et puis, vous l'avez dit en début d'émission, on est en train d'assister à une réécriture de l'histoire au niveau géopolitique. Qu'en est-il, hein, pour conclure, du territoire actuel de l'Ukraine? C'est la question qui se pose, je pense, dans les futures négociations en tout cas. bah, déjà, parce que quand on voit un peu les infos, on parle encore de la Crimée. La Crimée, c'est terminé, je Mm. pense. Elle est déjà russe. Maintenant, est-ce que les États-Unis vont reconnaître que la Crimée, c'est un territoire russe? Maintenant, pour les quatre territoires, c'est-à-dire le Donbass, le Lugansk, et puis ces quatre territoires, maintenant, la position russe, c'est-à-dire sur le fait, sur les terres, ils sont occupés par la Russie. Et Mhm. je pense que dans les négociations, il y aurait une forme. Ils vont rester russes, soit sous la fédération de la Russie, avec une forme de souveraineté, une forme d'autonomie peut-être, mais ces territoires-là ne vont pas être rendus à l'Ukraine. Il y aura peut-être une forme de souveraineté mais il y a aussi l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN. Il y a aussi cette question-là. Et d'ici, je pense, un mois, 2 mois, cette réécriture va se faire. Mhm. L'Ukraine va accepter certaines choses. Certainement, elle aura droit à récupérer une partie de ces territoires, mais sous quelle forme? Mhm. En tout cas, la question se pose et on verra le développement de la situation dans les semaines qui viennent. Merci à vous, Monsieur Ali El-Harichi, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques de Mondiapolis. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci à vous, tout le plaisir pour moi. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.